Merci à vous pour cette invitation, merci aux organisateurs, au professeur Mario Speranza, au docteur Jean-Marc Benkemoun, à vous, Madame Laventureux, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Donc le psychotraumatisme représente, ça a été dit, un enjeu social majeur et aussi un enjeu clinique, un enjeu social majeur, puisque il peut être de nature collective, peut concerner des catastrophes climatiques, des attentats, des crises sanitaires, comme on les vit actuellement, des guerres. Mais il se produit aussi dans le monde de l'intime, dans le huis clos familial, et c'est ce que nous allons étudier en partie aujourd'hui. Je voudrais souligner l'effort qui est fait par le département du 78, dans lequel nous avons une maison d'enfants, pour avoir reconsidéré l'offre qui a été mise en place pour l'accueil des enfants, avec des classifications qui prennent en compte les situations complexes, avec des moyens qui sont alloués, qui sont supérieurs aux moyens pour les situations dites classiques en protection de l'enfance. Je dis ça parce que c'est important de le souligner, et c'est un des seuls départements qui le fait, en tout cas en région parisienne. Donc ça implique, pour revenir à la question du traumatisme, ça provoque des bouleversements pluridimensionnels et profonds. Et la prise en charge du psychotraumatisme constitue une grande part de la clinique en protection de l'enfance, ça a été dit. Ça représente donc cet enjeu social majeur. Ce défi ne peut être relevé que par un maillage en réseau des interventions de soutien à la prise en charge socio-éducative, dont l'Institut de psychotraumatisme interdépartemental de l'enfant, qui est porté donc par les deux départements, du 78 et du 92, est un modèle d'articulation de la pluridisciplinarité entre les missions opérationnelles, l'expertise psychiatrique, la recherche et la formation, qui seront nécessaires à une prise en charge au quotidien de qualité, mais aussi pour sécuriser une continuité de prise en charge pendant le parcours en protection de l'enfance. Et j'insisterai beaucoup là-dessus. En effet, la multiplication des placements et l'absence d'adultes référents stables dans la vie de l'enfant contribuent à l'apparition d'un attachement désorienté, désorganisé, dont je vous expliquerai un petit peu les tenants et les aboutissants. La protection de l'enfance, ça a été dit, est multisectorielle. Elle concerne différents secteurs, celui de la justice, de l'aide sociale à l'enfance, évidemment, la pédopsychiatrie, de l'éducation nationale, des municipalités et le secteur associatif habilité. D'un point de vue clinique, on observe que les enfants victimes de violences dans le milieu familial rejouent, avec les professionnels qui les accueillent et qui s'en occupent, les troubles sévères de l'attachement qu'ils présentent. Ce qui rend très difficile leur prise en charge par les réactions de rejet qu'ils peuvent aussi provoquer en attaquant sans cesse le cadre, la relation aux adultes qui s'occupent d'eux avec bienveillance. Ils présentent souvent donc une pathologie du lien. Je vais centrer mon exposé sur le psychotraumatisme chez l'enfant, ses conséquences sur sa vie réelle, sa vie psychique, sa vie relationnelle. Et donc, je vais tout de suite engager les choses du côté de ce psychotraumatisme et du repérage du psychotraumatisme, qui donc est repéré comme étant... si on peut revenir aux slides précédents. Voilà, la naissance du concept de psychotraumatisme. Donc c'est un terme qui apparaît assez tardivement, qui est nommé assez tardivement, puisque ça apparaît à la fin du 19e siècle, par un psychiatre allemand qui s'appelle Oppenheim, et qui a parlé le premier de névrose traumatique. Cette question du traumatisme, si elle apparaît tardivement dans l'histoire de la psychiatrie, elle est connue depuis assez longtemps, depuis l'Antiquité. Ça a été repéré, mais pas nommé. Donc il y a toute une série d'acteurs de la pédopsychiatrie, de la psychanalyse qui ont mis l'accent sur cette question du traumatisme et sur la question du traumatisme infantile, bien évidemment Freud. Et ensuite, la psychiatrie militaire du début du XXe siècle, dans laquelle il a même été engagé, dans le sens où il a été appelé comme expert pour essayer d'intervenir dans le débat sur la question de la simulation, des troubles que présentaient les soldats qui étaient dans les armées au moment de la Première Guerre mondiale.
C'est en 1980 que le trouble de stress, le post-traumatic stress disorder, le PTSD, qu'on appelle aussi l'état de stress post-traumatique, est introduit dans la nosologie psychiatrique pour décrire les séquelles traumatiques, en particulier des vétérans du Vietnam. Donc c'est une clinique qui s'inscrit vraiment dans la clinique militaire et qui est très accordée à la question de la guerre. On pourrait dire d'ailleurs que dans le domaine de l'intime, c'est une situation de guerre dans la famille qui vient traumatiser l'enfant. Donc la définition du traumatisme psychique ou psychotraumatisme, c'est un événement inattendu, violent, qui provoque une peur intense, un effroi, et qui a des conséquences importantes sur la situation du sujet qui est la vie. Le traumatisme psychique, on l'a dit, est la conséquence d'un événement traumatique. Elle peut être la conséquence d'un événement traumatique. Elle n'est pas toujours en place, même si l'événement est grave. Donc il y a un facteur subjectif qui intervient, qui est très important à souligner. Donc elle associe 3 groupes de symptômes. Donc des symptômes de réviviscence, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans le petit film, un bruit, une odeur, une vision, une scène va provoquer le retour dans la scène traumatique, le retour du vécu traumatique chez l'enfant ou chez la personne qui l'a subi. Donc ça, le deuxième groupe de symptômes, c'est le syndrome d'évitement, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à éviter le type de situation qui pourrait rappeler le souvenir traumatique. Et enfin, on repère un syndrome d'hyperréactivité neurovégétative, c'est-à-dire des symptômes, des signes d'hypervigilance, d'état d'alerte quasi permanent et des réactions de sursaut, de grande irritabilité qui sont repérées. La comorbidité, c'est-à-dire les troubles qui sont associés, sont essentiellement les dépressions, les troubles anxieux, mais aussi les troubles du comportement alimentaire, troubles de la personnalité, addiction et bien sûr des risques suicidaires. Le psychotraumatisme chez l'enfant, il est apparu encore plus tardivement dans la nosographie, puisqu'il est apparu au cours de la Seconde Guerre mondiale, à partir d'expériences qui ont été faites par Anna Freud et Dorothy Burlingham, au moment des bombardements qui ont eu lieu à Londres. Et elles ont repéré que ce qui était important pour les enfants qui étaient accueillis dans les campagnes qui étaient séparés de leurs parents, c'était justement la question de la séparation d'avec ces familles, qui était parfois plus problématique que les bombardements eux-mêmes. Dans le contexte social actuel et de l'époque, il y a également, pourquoi ça apparaît si tardivement ? Parce qu'il y a un déni de la parole de l'enfant. Des symptômes qui sont multiples, qui sont différents selon l'âge des enfants et qui sont à repérer donc en fonction de son âge de développement. C'est très important cette question du développement puisque le psychotraumatisme, le traumatisme psychique a un impact sur le développement psycho-affectif de l'enfant, sur son fonctionnement cognitif, sur son estime de soi et sur le contrôle de l'impulsivité s'il n'y a pas de traitement qui lui est proposé. Donc on repère les différents symptômes qui sont dans la deuxième colonne, avec une tendance à la répétition, et c'est comme ça qu'on peut le repérer aussi par le jeu traumatique, qui est une répétition souvent d'une scène qui a été vécue par l'enfant, ou le dessin, qui est un dessin traumatique aussi, qui est une répétition de la scène traumatique aussi par les moyens de l'enfant. L'angoisse de séparation qui apparaît fréquemment, des régressions, des troubles du sommeil, des troubles psychosomatiques. La forme est souvent psychosomatique pour les enfants. Retrait, tristesse, agitation, irritabilité, hétéro- ou auto-agressivité, une chute des performances scolaires, des attitudes d'évitement. Chez l'adolescent, la clinique, elle est un peu semblable à celle qu'on observe chez l'adulte, avec, comme il a été dit, des souvenirs intrusifs, donc des réviviscences, des attitudes d'évitement également, une insensibilité émotive, l'abus de substances qui peut survenir, tabac, alcool, cannabis, mais aussi l'abus d'écran, des comportements antisociaux, une dépression, des idées suicidaires et un retrait social. Donc ce sont des éléments qui apparaissent fréquemment.
Alors là, c'est un slide que j'ai récupéré, qui a été présenté par Thierry Bobet, le professeur Thierry Bobet, qui montre que l'intentionnalité de l'événement est déterminante dans la survenue tardive des troubles. C'est-à-dire qu'il y a souvent un temps de différé d'apparition des troubles lorsqu'il y a une intentionnalité de l'acte. Et évidemment, cette question de l'intentionnalité de l'acte, elle apparaît de façon privilégiée dans les troubles qui sont repérés en famille, les abus sexuels, évidemment, les questions de violence familiale. Donc la survenue est tardive, et vous voyez, c'est la deuxième courbe, la courbe du bas, enfin celle qui monte de façon importante. Elle est prédictive de troubles psychotraumatiques qui vont apparaître. Donc c'est un élément important. On repère trois types de traumas. Le trauma de type 1, trauma de type 2, c'est Léonore Terre qui a défini assez tardivement aussi, puisque vous voyez que ça date que de 1991, cette classification. Donc deux types de traumatismes sont leur fréquence, qu'ils soient uniques ou répétés, et leur niveau de prévisibilité. Les événements de type 1, c'est ce dont va vous parler le professeur Florence Ashkenazi, de façon privilégiée, puisque ça concerne les événements qui sont de survenue totalement soudaine, inattendue, comme des attaques terroristes, et qui en principe ne touchent la personne qu'une seule fois. Les événements de type 2 sont des événements répétés. Par exemple, un agent bancaire qui se retrouve pris dans un braquage et qui, quelques années après, va avoir un accident de voiture et encore d'autres problèmes dans sa vie. Donc là, on parle d'événements de type 2, un trauma de type 2. Il y a un troisième groupe de traumas qui a été repéré plus tardivement, qui s'appelle les traumas complexes ou les traumas de type 3, qui sont définis un peu plus tardivement, en 1997, par l'assujettissement de la victime durant une longue période à l'auteur de violences sans pouvoir lui échapper. Et donc là, on est bien dans le cadre des violences intrafamiliales. Le trauma de type 1, je ne m'appesantis pas sur la question, sauf pour parler du principe de continuité, c'est-à-dire que au départ, avant le traumatisme, avant l'événement traumatique, il y a un sentiment de continuité chez la personne qui va être interrompu, rompu par l'événement traumatique, et ensuite tout le travail va consister à retrouver confiance dans ses perceptions, retrouver une stabilité de l'environnement, une capacité de choix et de maîtrise, et retisser des liens sociaux. Le principe de continuité, donc, c'est ce qui a été décrit par des psychiatres israéliens dont nous nous sommes inspirés pour mettre en place des programmes de psychotraumatisme et résilience au sein de l'OSE. Donc c'est le terme de continuité, il est extrêmement important puisqu'il apparaît aussi dans la théorie de Winnicott, et donc il va faire le lien aussi avec le besoin de sécurité, qui est un besoin qui sera développé tout à l'heure par Nadège Sévrac. Donc le principe, c'est de rétablir le sentiment de continuité en situation de crise à partir d'un outil diagnostique dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais qui est le Basic-PH en partie. Donc les facteurs de risque et de protection des traumas. Facteurs de risque, ce sont des réactions au moment de la survenue de l'événement, donc des réactions péritraumatiques comme la dissociation, la détresse, qui sont des facteurs prédictifs de troubles ultérieurs. Le caractère interpersonnel de l'événement traumatique, donc c'est la question aussi de l'intentionnalité dont on a parlé tout à l'heure. Les situations de vie difficiles antérieures à la survenue du trauma, donc des situations familiales, style d'attachement dont je vais parler tout à l'heure, les comportements parentaux, le handicap, la scolarité et les problèmes sociaux. Les facteurs de protection, donc c'est d'abord la reconnaissance du trauma, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance sociale et de l'événement traumatique,
D'où l'importance de tous les systèmes de fonds de garantie qui ont été mis en place dans les dernières décennies, le type d'attachement sur lequel je vais revenir, et les facteurs de résilience qui sont des facteurs personnels, des facteurs familiaux et des facteurs socio-communautaires sur lesquels je vais revenir après. Les facteurs de protection et de risque des traumas de type 2, donc ceux qui sont répétés, donc ce sont des facteurs de risque. La précocité du début des événements traumatiques, évidemment, plus les événements arrivent tôt et précocement dans le développement de l'enfant, plus ils vont avoir des conséquences importantes. Le handicap, la prématurité, la nature des événements traumatiques, donc toujours la question de l'intentionnalité, la maladie mentale des parents, la fréquence de la survenue des événements, le style d'attachement antérieur. Les facteurs de protection, ce sont les facteurs de résilience, donc familiaux, sociaux et communautaires dont je vais vous parler dans un instant, et évidemment la protection de l'enfance. La résilience, donc, c'est un concept qui a été développé aux États-Unis et qui a été porté en particulier par Boris Cyrulnik. C'est la caractéristique mécanique, bon, mais c'est assez connu, qui définit la résistance au choc d'un matériau et sa capacité à revenir à sa forme initiale. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de la résilience, c'est que ce n'est pas une compétence innée, mais que c'est un processus dynamique. Et c'est ce à quoi est arrivé Boris Cyrulnik au cours de ses recherches, c'est que c'est un processus dynamique qui intervient dans la constitution de la personnalité et qui fait preuve d'une certaine plasticité. Donc les facteurs de résilience individuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, bon, ben, c'est tout ce qui est sous vos yeux là. Je ne vais pas détailler. Donc l'intelligence, le talent, la flexibilité, le sens de l'humour, c'est un slide qu'on avait préparé avec le docteur Gérard Lopez qui intervient, qui a monté un DU de victimologie et de psychotraumatisme à Paris 5. Donc facteurs de résilience familiaux, je vais vite parce qu'il ne me reste plus que 3 minutes 30. Facteurs de résilience familiaux, donc vous les avez sous les yeux. Et facteurs de résilience socio-communautaire, qui sont essentiellement des facteurs donc sociétaux qui vont être mis en place par la société pour prendre en charge, ou par la communauté pour prendre en charge les personnes qui sont victimes de traumatisme. Les formes de maltraitance, donc, qui nous concernent plus spécifiquement en protection de l'enfance, donc bien évidemment les sévices physiques, les violences sexuelles. On parle de violences sexuelles et pas d'abus sexuels, parce que abus, ce serait quelque chose qui serait acceptable à un certain niveau, à un certain seuil, mais pas à un autre. En fait, c'est une mauvaise traduction de abuse, qui est en fait violence. Violence psychologique et les négligences lourdes, qui sont aussi à prendre en compte, auxquelles on peut rajouter les nouvelles formes de harcèlement numérique. Les formes de trauma complexes et aigus, donc, qui se rapprochent des traumas de type 3 que je vous ai décrit tout à l'heure, ils sont très fréquents en protection de l'enfance et ils sont bien plus fréquents que les syndromes de stress post-traumatique qui sont décrits dans la littérature. Donc ils sont consécutifs à des expositions répétées à des événements traumatiques, donc les conséquences de la maltraitance infantile, de l'inceste, des violences conjugales dont les enfants sont témoins, et des guerres civiles, et harcèlement, etc. Donc ça nécessite une prise en charge en réseau et bien évidemment une prise en charge en situation aiguë ou d'urgence. Les conséquences des traumas complexes, difficulté à gérer ses émotions, perte de l'estime de soi, répétition, donc on l'a dit tout à l'heure, du scénario impulsivité, addiction, conduite à risque. La théorie de l'attachement est une théorie qui est très importante pour comprendre ce qui se produit en protection de l'enfance. C'est un concept qui a été développé par John Bowlby. C'est un besoin primaire déterminant. C'est quelque chose qui s'appuie sur des aptitudes physiques et des comportements qui sont inspirés de l'éthologie du comportement, de l'étude du comportement animal. Lorsque l'enfant a intériorisé une image maternelle sécurisante, il développe un sentiment de confiance en lui
qui lui permet d'explorer le monde, d'aller vers l'extérieur. Donc on décrit plusieurs types d'attachements. C'est Mary Ainsworth qui a décrit les 3 premiers types d'attachements. Donc attachement anxieux et évitant, attachement stable et attachement passif-agressif ou ambivalent. Donc il y a 2 types d'attachements qui sont insécures et l'autre qui est sécure. Évidemment, les types d'attachement insécures, et en particulier l'attachement désorganisé, qui est un facteur de grande vulnérabilité et que l'on retrouve en psychotrauma, en protection de l'enfance. Les enfants maltraités et victimes de carences ou d'abus représentent à peu près 80% de ceux qui ont un attachement de type désorganisé, alors que ça représente 10% pour la population normale. C'est des études qui ont été faites, des méta-analyses, une recension sur 80 études. Ce trouble de l'attachement, il a des conséquences relationnelles, des séquelles affectives et cognitives qui sont un obstacle au développement de l'enfant. Cette 4e catégorie, elle a été ajoutée en 1990, donc vous voyez que c'est assez récent, par Maine. Et les enfants à l'attachement désorganisé, désorienté, ne semblent pas avoir développé de stratégie adéquate pour gérer le stress de la séparation. Ils ont été confrontés à des figures de référence très angoissées, imprévisibles et parfois effrayantes. Et c'est ce qu'on retrouve en protection de l'enfance. Donc les troubles de l'attachement, donc ce sont des facteurs évidemment de vulnérabilité et qui génèrent des troubles qui sont, on dit irréversibles, mais en fait qui vont pouvoir être récupérés si la protection et la prise en charge est adaptée. Donc, je vous ai mis la pyramide de Maslow parce qu'elle reprend les besoins fondamentaux humains et que dans ces besoins fondamentaux humains, on voit que après les besoins physiologiques qui sont essentiels, le 2e besoin qui vient, c'est le besoin de sécurité. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Ce sera développé aussi par Nadège Sévrac. Le contexte général, il est en évolution. La maltraitance, elle est souvent déniée, minimisée, surtout lorsqu'elle se produit en famille, la loi du silence, alors qu'elle est un problème de santé publique avec des risques de maladies chroniques. Le docteur Jean-Marc Benkemoun a travaillé là-dessus. Il existe une tension entre droit de l'enfant et droit des parents. Pourtant, il n'y a pas de symétrie du point de vue médical ou du point de vue psychologique entre la vulnérabilité de l'enfant et la puissance des parents. Il y a un problème de formation des professionnels à repérer les maltraitances, en particulier les maltraitances sexuelles. Il y a cependant une reconnaissance qui est en ce moment mise en place au niveau social avec de la recherche, des statistiques, des plans de lutte, un secrétariat d'État et au niveau personnel lorsque, évidemment, cette reconnaissance est faite par la loi. L'importance de la loi du 14 mars 2016 qui a donc mis l'accent sur un certain nombre de dispositifs. La prise en charge en protection de l'enfance et qui concerne des populations à haut risque, en particulier les mineurs non accompagnés, ça a été cité tout à l'heure, et les enfants maltraités. La première chose à faire, évidemment, c'est mettre fin à la maltraitance et accueillir, protéger par l'intervention de la loi. Et je reviendrai sur la question de la stabilité et de la durée des placements, parce qu'il me semble essentiel d'appuyer là-dessus. Il y a des études aussi qui ont été faites, et qui sont souvent d'ailleurs citées par Cyrulnik, en particulier une étude qui a été faite à Lausée, sur le placement des enfants qui ont été placés au moins 3 ans en établissements médico-sociaux et qui ont bénéficié d'un accompagnement avec une stabilité des adultes référents qui se sont occupés d'eux et qui ont un développement et une insertion professionnelle, socio-professionnelle de meilleure qualité, même que la population classique, que la population normale. Donc ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête et ne pas penser que en soignant les gens de façon précoce, si on ne les retire pas de leur milieu familial qui est nocif, on va réussir à les réinsérer professionnellement ou simplement socialement, ce n'est pas possible. Donc ça implique un travail en réseau, justice, police, pédopsychiatrie, pédiatrie médico-légale, psychologue, ASE, juge pour enfants, association.
La clinique de la résilience en protection de l'enfance, il reste encore un slide après. Donc, Dyadkin souligne l'importance chez l'enfant des possibilités d'adaptation et de récupération, ce que je vous disais tout à l'heure, au cours de son développement. Donc, l'importance d'agir rapidement et de façon durable sur le développement de l'enfant. Le déterminisme des styles d'attachement que je vous ai décrit tout à l'heure, il est tempéré par l'adaptabilité et la neuroplasticité. Le processus dynamique et évolutif de construction entre constitution interne de la personnalité et potentiel de l'environnement familial et extrafamilial. Cyrulnik, donc, qui parle de tuteur de résilience, qu'on pourrait, en regard de la mauvaise rencontre décrite par Lacan sur la question du traumatisme, la bonne rencontre, c'est-à-dire un bon éducateur, une bonne éducatrice, une assistante sociale, un infirmier, une enseignante, un psychothérapeute qui va permettre à l'enfant de se reconstruire. Et enfin, j'insiste sur les travaux de Maurice Berger, la spécificité du travail en clinique en protection de l'enfance. 2 questions à se poser: comment va l'enfant réel et comment protéger son développement? La protection de l'enfance, c'est une réponse. Globalement, tout ce qui favorise les liens sociaux constitue un facteur protecteur. Un bon accompagnement social et judiciaire constitue un facteur de protection. Évidemment, le soutien à la parentalité et la recherche sur les facteurs de résilience qui a permis l'élaboration de programmes de prévention pour les enfants à haut risque. Et enfin, l'évaluation et la thérapie. L'évaluation, elle doit porter sur le fonctionnement mental des parents également, et pas simplement sur le fonctionnement mental de l'enfant. L'observation de l'interaction entre chaque parent et son enfant, et le développement cognitif et affectif. Il faut que toutes ces coordonnées-là soient prises en compte, tous ces paramètres-là soient pris en compte pour avoir une bonne évaluation de la situation. Le thérapeute, il doit être un témoin impliqué, ça ne doit pas être quelqu'un qui est forcément dans son bureau silencieux, il doit être engagé relationnellement avec l'enfant pour pouvoir nommer aussi ses ressentis, son contre-transfert, ce qu'il ressent lui-même dans la situation qui lui est exposée. Cela nécessite une fréquence des rencontres. Et enfin, il faut rester ouvert sur la diversité des approches thérapeutiques. Voilà, donc quelques ouvrages. Évidemment, il y a une littérature maintenant qui commence à être assez importante sur la question de la protection de l'enfance et du psychotraumatisme. Je citerai bien sûr les travaux de Gérard Lopez, de Maurice Berger, de Cyrulnik, de Myriam David sur le placement familial, et d'autres auteurs qui ont travaillé la question, Bertrand Auliac, d'autres, Emmanuel Bonneville, Baruchel, enfin beaucoup d'auteurs ont travaillé sur la question. Voilà, merci. Merci, Dr Glosland, d'avoir partagé avec nous votre expérience du psychotrauma en protection de l'enfance.